On va résumer la première partie du livre Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Donc, l'histoire démarre sur un grand bateau qui doit partir de New York pour Buenos Aires. Donc, au début, c'est une description qui nous raconte comment est le bateau avec plein de gens qui grouillent de partout. Et puis, le narrateur se met à parler. Le narrateur, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire en utilisant « je », qui parle à la première personne. Donc, le narrateur est avec un ami et ils sont surpris parce qu'il y a des éclairs de magnésium qui fusent à côté d'eux. En fait, c'est les flashs comme des flashs de ces très anciens appareils photo qu'on voit parfois dans les films comme ça qui font plein de poussière. Donc, l'ami du narrateur lui dit « Bah quoi, vous êtes surpris? On a Czentovic qui est à bord de notre bateau. » Mais le narrateur, au début, il comprend pas trop de qui on lui parle. Alors, c'est son ami qui lui explique. Il lui dit, c'est Mirko Czentovic. Il a fait tout un grand tour aux États-Unis où il a affronté plein de gens et il est invaincu. C'est un très très bon joueur d'échecs. Et maintenant qu'il a réussi à battre tout le monde en Amérique, il part en Argentine pour continuer sa tournée. Et alors, le narrateur, il se rappelle de ce fameux jeune homme qui s'appelle Mirko Czentovic. Parce qu'en fait, c'est un genre de star. Il y a beaucoup de gens qui parlent de lui. On parle de lui dans les journaux. C'est un texte ancien, donc il n'y avait pas d'internet, ni même de télévision. Et sa vie, elle a été racontée un petit peu comme une légende. Et le narrateur nous raconte ses souvenirs. Il nous raconte ce que lui a lu et entendu au sujet de ce monsieur qui s'appelle Mirko Czentovic. Et alors, qu'est-ce qu'il nous raconte sur ce monsieur? Il dit d'abord qu'il a défié les plus grands joueurs et qu'il a toujours gagné. Et que les gens qui perdaient contre lui, ils étaient peut-être mauvais perdants parce qu'ils se moquaient de lui. Et pourquoi est-ce qu'ils se moquaient de lui? Parce que c'est quelqu'un qui sait à peine écrire sans faute d'orthographe. Donc être joueur d'échecs, ça a fait appel aux facultés intellectuelles. Et c'est un peu surprenant que quelqu'un qui soit limite idiot réussisse aussi brillamment. Alors, il nous raconte un petit peu son histoire pour savoir comment est-ce qu'il est arrivé là. Donc, il y a très longtemps, quand il était petit, il vivait seul avec son père qui était pauvre, qui était pêcheur sur le Danube et qui s'est fait écraser par un gros bateau qui était un gros bateau qui transporte du blé pour le revendre. Et du coup, l'enfant qui s'est retrouvé sans personne pour subvenir à ses besoins a été confié au curé du village. Il avait 12 ans et il savait à peine lire et écrire. Alors le curé s'est donné beaucoup de peine pour lui permettre de comprendre. Il l'aidait encore après l'école et à 14 ans, il savait à peu près écrire et pour compter, il devait encore s'aider de ses doigts. Mais d'après le curé, c'était un gentil garçon qui faisait toujours ce qu'il peut pour aider, qui faisait toutes les tâches, rentrer du bois, débarrasser la cuisine, qui aidait bien du mieux qu'il pouvait dans le foyer qu'il avait recueilli. Il avait une seule chose qui était agaçante, c'est qu'il était parfois lent pour travailler. Et il y avait quelque chose quand même qui paraissait étrange au curé, c'est que c'était un enfant qui manifestait jamais l'envie de faire quelque chose. Quand il avait fini le travail qu'on lui avait demandé, il s'asseyait dans un coin et il attendait. N'allait pas de lui-même jouer avec les enfants, il n'y allait que si le curé insistait pour qu'il aille jouer avec les autres. Et il y a un événement qui va tout déclencher dans la vie de ce joueur. Un jour, quelqu'un vient en plein hiver sous la neige et demande au curé de venir parce que sa grand-mère va bientôt mourir et il faut qu'il aille donner l'extrême onction. L'extrême onction, c'est la dernière prière qu'on donne à un malade qui va bientôt mourir. Donc le curé part et son ami qui jouait aux échecs avec lui chaque soir réalise que Mirko, il est en train de bloquer sur le jeu d'échecs, il regarde les cases comme ça et par taquinerie pour rigoler avec lui, il lui dit « Bah alors tu veux la finir la partie ?» Et Mirko, il met un petit temps pour répondre, mais il dit oui, j'ai envie de jouer. Alors l'autre, pour être sympa, il fait la partie avec lui et il est surpris parce que Mirko gagne. Il dit bah ça alors c'est incroyable, il fait une deuxième partie et Mirko gagne encore. Alors il dit est-ce que Mirko c'est l'âne de Balaam? Balaam apparemment c'est un personnage de la Bible qui montait sur un âne et l'âne évidemment était muet et l'âne apparemment s'est mis à parler pour lui reprocher d'être trop dur avec lui et avec beaucoup de sagesse. Et il compare apparemment l'enfant avec cet âne, parce qu'il est très surpris que cet enfant qui semble tout ignorer comme un âne soit capable de jouer si bien. Donc le curé finit par rentrer, il les trouve occupés à jouer, il est tellement surpris par ce que lui raconte son ami, que lui, il demande aussi à jouer avec Mirko, et Mirko gagne encore. Alors tous les deux, ils se disent, c'est bizarre, on va peut-être lui proposer de jouer avec des bons joueurs, c'est peut-être un grand talent caché qu'il a.
Donc ils partent à la ville et Mirko va dans le café des joueurs d'échecs de cette ville qui est à côté de leur petit village. Et là, il se met aussi à gagner à peu près tout le monde, à part une ou deux fois où il connaissait pas, où il comprenait pas très bien les règles. Sinon, à part ça, il se met à gagner tout le monde. Les gens du café sont tellement contents d'avoir trouvé un prodige qu'ils lui demandent de rester. Il faut qu'il attende le lendemain parce qu'il y a un vieux comte qui est un grand passionné d'échecs et qui est imbattable, qui n'habite pas loin. Donc le curé, lui, rentre chez lui parce que c'est le dimanche et qu'il doit dire la messe, mais les gens du café lui offrent le gîte pour qu'il puisse dormir sur place pour être là le lendemain. Et le lendemain, il gagne avec le vieux comte, il continue à jouer, il fait même des parties simultanées. Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il y a 7 ou 8 personnes, il y a 8 personnes qui jouent en même temps aux échecs contre lui, et lui va d'une table à l'autre pour jouer contre tout le monde. Et il arrive même avec 8 parties en cours de se rappeler ce qu'il joue et à gagner 7 des 8 parties. Alors il y a un engouement autour de lui, dans le café, dans la ville. Tout le monde se demande si cette petite ville qui est un petit peu ignorée du fond de la Yougoslavie ne deviendrait pas une ville star si elle avait une célébrité. Alors on demande à un espèce de manager qui est plutôt habitué à recruter des chanteuses pour les cabarets, s'il veut bien s'occuper de faire de lui une star. Donc il accepte, si on lui donne 1 an de frais, de l'emmener étudier auprès d'un grand maître des échecs. Le comte, vous vous rappelez, le grand comte contre lequel il avait gagné, il accepte de le financer tellement il est enthousiaste. Et c'est ainsi que démarre la surprenante carrière de ce fils de batelier. On a arrêté ici la lecture de la première partie, donc le résumé de cette partie est terminé. On va lire maintenant la seconde partie. Si vous avez des questions sur ce passage qu'on vient de lire, vous pouvez me les poser en commentaire et j'essaierai de vous répondre avec plaisir. Fin du résumé de la partie 1.